La Grande Motte, une station balnéaire du sud de la France. Il est 3 h du matin ce dimanche 22 avril 2007 quand un couple quitte le Vénusia, un club échangiste. L'homme s'appelle Paul Missler. C'est un ex-banquier de 60 ans. Il est accompagné de sa jeune épouse de 20 ans, sa cadette, Diane. Lui passe devant, part devant, et elle est un peu en retrait. Paul Missler avance le premier sur le chemin qui mène au parking où la voiture du couple est garée. Diane, elle, est à la traîne à quelques centaines de mètres. L'obscurité est totale. Impossible pour Paul Missler d'apercevoir l'ombre d'un homme qui l'épie dans la nuit. Cet homme est tapi entre les voitures sur le parking qui jouxte la boîte de nuit. Il attend sa proie. Paul Missler s'avance vers son véhicule quand soudain la flèche d'un fusil harpon lui transperce le corps. Le retraité est touché à l'épaule, il a très mal, donc il crie et il titube, il a du mal à reprendre un petit peu ses esprits. Et à ce moment-là, l'homme qui était donc tapi dans l'ombre se projette sur Paul Missler et lui assène une vingtaine de coups de couteau. À quelques dizaines de mètres de là, un jeune homme est alerté par les hurlements de Paul Missler. Ce témoin le voici, il s'appelle Jérémy et il comprend qu'un drame se joue sous ses yeux. Plus je m'approchais et puis je voyais des gestes en fait, qui ressemblaient à des coups de couteau. Et donc là, je décide de m'avancer en courant pour porter secours. Il lâchait encore quelques soupirs. Je le pose au sol, j'essaye de le maintenir éveillé. Là, sa femme, pareil, se met accroupie et essaye de secouer son mari. Je croyais qu'il voulait me parler, mon mari, parce que je me suis approchée de mon mari. Mais je croyais vraiment qu'il veut me parler. Parce qu'il essaye de parler, peut-être. Mais je ne comprends pas ce qu'il me disait, parce que j'essaye de... Je l'ai touché partout pour savoir. C'est là que j'ai compris que c'était grave. Avertis par Jérémy le témoin, les policiers municipaux de la Grande Motte préviennent les secours. Mais à leur arrivée, les sapeurs-pompiers ne peuvent que constater le décès de Paul Missler. Diane, son épouse, est en état de choc. Elle semble vraiment très peinée, surprise aussi de cette agression. Elle explique donc aux enquêteurs qui vont immédiatement l'interroger lorsqu'ils arrivent qu'elle n'a rien vu ou pas grand-chose, si ce n'est au loin un individu partir en courant. Qu'il était plus grand qu'elle, c'est à peu près tout ce qu'elle pourra dire en termes de description physique de l'agresseur de son mari. Un homme en chemise noire. Très vite, la section criminelle de la gendarmerie est sur place. Le quartier est bouclé. Après tout, le tueur n'est peut-être pas très loin. Les gendarmes se lancent à la poursuite du meurtrier. Mais il ne va pas aller très loin. Il cherche sa voiture, il ne retrouve pas sa voiture. On est donc en périphérie de la Grande Motte, il fait nuit noire, il ne sait plus où il a garé son véhicule. Il va se perdre dans le périmètre de la boîte de nuit. Il fuit durant quelques mètres et il va se cacher sous une des premières voitures qui se présente à lui, la moitié du corps caché. Il est repéré par une patrouille de gendarmerie à peu près à 400 mètres de l'endroit où s'est déroulée l'agression de Paul Missler. Les gendarmes procèdent à son arrestation. Le suspect est en état d'ébriété. Il décline immédiatement son identité. Il s'appelle Franz Diegelmann. Il a 40 ans et il est serveur à la Grande Motte. Il dit aux gendarmes, immédiatement lorsqu'il est arrêté, alors qu'il a sa chemise en sang, Qu'il a tué par amour, pour l'amour de Diane, qu'il a tué Paul Missler. Il aurait agi par jalousie,
parce qu'il aurait une relation avec la femme de la victime. Franz Diegelmann aurait donc assassiné le mari gênant de sa maîtresse, Diane Missler. On a le trio qui va être obligatoirement... on sait, en tout cas, les enquêteurs savent que c'est dans ce confinement passionnel que s'est déroulé le meurtre. Désormais, pour les enquêteurs, toute la question est de savoir si Diane Missler, la femme de la victime, était au courant du plan de son amant. Mais l'état de la jeune femme ne permet pas aux gendarmes de l'entendre immédiatement. Elle était tellement en crise d'hystérie et de panique que les pompiers lui avaient donné des sédatifs. Donc elle est entendue dans un premier temps. Les gendarmes disent qu'ils ne peuvent pas l'entendre davantage compte tenu de son état au regard des médicaments que lui ont donnés les pompiers sur place. Tout s'est écroulé. Les gendarmes autorisent Diane à regagner son domicile à la Grande Motte. Là, l'attend son fils de 7 ans qu'elle a eu avec Paul. Diane lui annonce alors la terrible nouvelle. Je ne vais pas te donner des détails, je dis que papa a été assassiné. C'est en juin 1997 que Diane Larquier rencontre Paul Missler dans un avion au cours d'un voyage dans son pays natal, Madagascar. Une idylle naissante immortalisée sur ses photos. Il sait bien parler aux femmes. C'est un séducteur. En plus, c'est un bel homme. C'est un très, très séducteur. Voilà. Il m'a séduit. À cette époque, Paul Missler a 50 ans et il est en couple depuis plus de 10 ans. Diane vit elle aussi en couple de son côté. Elle travaille dans les ambulances comme brancardière et Paul est directeur d'un grand groupe bancaire à Montpellier. À l'issue de ce séjour, les deux tourtereaux retournent chacun de leur côté dans leur vie en France. Et c'est le quinquagénaire qui va reprendre contact avec Diane. Il était amoureux, oui. Il m'a fait une déclaration. C'était pas un coup de foudre, c'est un amour sincère. Lui a quitté sa femme, elle a quitté son compagnon et ils se sont retrouvés, ils se sont mariés. Le 1er juillet 1998, le couple se marie dans la plus stricte intimité. Il s'installe dans la station balnéaire huppée de la Grande Motte. Ici, Paul investit dans 2 magasins de vêtements dont il laisse la gérance à sa femme. En 1999, un petit garçon naît de leur union. Il était heureux, il était tout beau. Il était tout ému, il était tout content. La vie s'organise entre leurs activités à la Grande Motte et les voyages. C'est une baie qui est unique au monde. Le couple nage dans le bonheur, comme l'attestent ses vidéos familiales. Oh, t'es bête, hein, toi. À la Réunion, avec sa maman. Doucement quand tu relèves. Mais le temps du bonheur pour la famille Missler va prendre fin brutalement dans la nuit du 22 avril 2007, où Paul Missler est assassiné sur ce parking. Dans son rapport, le médecin légiste dénombre 20 plaies à l'arme blanche et il conclut que sans équivoque, vu l'acharnement sur la victime, l'agresseur avait la volonté de tuer. Ça a été en réalité une furia criminelle. Il y a le coup de fusil harpon et il y a ensuite la vingtaine de coups de couteau. Une folie meurtrière dont va devoir s'expliquer Franz Diegelmann. Il est 10 h, ce 22 avril 2007, quand dans les locaux de la gendarmerie de Lunel, l'interrogatoire du meurtrier présumé de Paul Missler commence. On lui demande d'expliquer sa motivation. L'amour qu'il a pour Diane ne suffit pas.
Encore faut-il qu'il explique. Et le récit que va livrer Franz Diegelmann est inimaginable. À partir de 20h, racontez-moi. Il va dire qu'il voulait mettre fin au calvaire de Diane Mitzler, qui était victime d'orgies sexuelles. Que ce qu'elle fait, elle déteste le faire, et que ça lui est imposé par cet homme qui se montre extrêmement violent. Il décrit qu'un jour, notamment, elle était blessée au niveau des fesses parce qu'il lui aurait arraché son string un peu trop fort, un peu trop brutalement. Dans l'esprit de Franz Diegelmann, Paul Missler vendait sa femme. Elle était frappée, violée, obligée même de se hein. Il décrit un espèce de couple diabolique, enfin en tout cas d'un mari diabolique qui persécute cette femme dont il est amoureux. Franz Diegelmann dresse devant les gendarmes le portrait d'un mari odieux et pervers. Les enquêteurs décident alors de fouiller un peu plus la vie cachée de Franz Diegelmann et de Diane. Leur histoire commence en 2005, 2 ans avant le crime, à la Grande Motte. À cette époque, Franz est serveur dans une pizzeria qui jouxte le magasin de vêtements d'une jeune et belle malgache, Diane Mitzler. Au départ, donc une relation amicale de commerçants voisins. Et voici ce que raconte Franz. Le matin, je lui balayais son allée. Et vers 11h, on buvait. Moi un café, elle un thé citron. Nous parlions de tout et de rien. De cette relation, qui est une relation amicale, va naître une relation qui, pour Franz en tout cas, va devenir une relation amoureuse. Tous les matins, à 9h, Diane passait chez moi. Nous faisions l'amour. Diane, tous les matins, lui amenait par exemple ses croissants, un peu de chocolat, petit déjeuner amoureux partagé parce que Franz prenait son service un peu plus tard qu'elle, donc elle se levait plus tôt, donc elle passait chez lui. Quelques mois plus tard, toujours selon Franz, Diane évoque pour la première fois le calvaire que son mari lui ferait subir. Début juin 2006, Diane n'arrive pas. Vers 10h, elle m'appelle en pleurs et me dit de la rejoindre. Arrivée dans sa voiture, Diane tombe dans mes bras. Elle me dit qu'elle a été violée par son mari et 2 hommes. Elle expliquait qu'elle avait une vie très malheureuse, donc de femme soumise et battue, qui ne faisait pas ce qu'elle voulait de son corps. Pire, Franz Diegelmann raconte aussi que sa maîtresse lui aurait confié les nombreux sévices que son mari lui aurait infligés. À chacune de ces révélations, j'étais dans une souffrance terrible. Il fallait à tout prix en terminer avec ce que vivait, ce que lui disait qu'elle vivait, Diane Mitzler. Franz Diegelmann explique qu'il va nourrir un insatiable désir de vengeance à l'encontre de Paul Missler, le mari de Diane. Jusqu'à cette nuit du 21 avril où il décide de passer à l'acte. Franz raconte que ce soir-là, il finit son service vers 1h30 du matin. Mais au lieu de rentrer chez lui, l'homme s'arrête au bar du casino de la Grande Motte. Quand il arrive au bar du casino, il est pas bien. Selon son expression, il gamberge grave. Et donc ce soir-là, il a beaucoup bu. Il a imaginé toute la soirée, et l'alcool aidant en plus, cette femme entre les mains d'autres hommes. Il va ruminer, en quelque sorte, ressasser les plaintes et les complaintes de Diane Mitzler, les souffrances, les blessures de cette dernière. Et il est là et il est comme un fou, quoi. Il est comme un fou. Vers 2h du matin, Franz quitte l'établissement et prend la direction de l'appartement où résident Diane et son époux. Là, il s'aperçoit que les lumières sont éteintes et il constate aussi l'absence de la voiture du couple. Il attend un peu, il voit personne. Pour Franz, si le couple n'est pas là un samedi soir à 2h du matin, c'est que Paul a encore forcé Diane à aller dans un club échangiste. À un moment donné, il n'a pas le recul nécessaire pour faire la part des choses. Et il accomplit l'irréparable. Franz Diegelmann remonte alors dans son véhicule et prend la direction du Venusia,
là où va se jouer le drame. Il prend son couteau qui est dans son vide-poche, dans le vide-poche de sa voiture. Et là, il va se planquer entre deux voitures. Il guette. Il guette sa victime. La suite, les gendarmes la connaissent. Franz Diegelmann aurait attendu que Paul Missler soit à sa portée. À 3h20, il aurait tiré, puis se serait jeté sur lui et lui aurait asséné 20 coups de couteau. Un couteau qu'il affirme avoir jeté dans sa fuite et qui ne sera jamais retrouvé. Donc, Franz Diegelmann aurait agi pour sauver Diane Missler d'un tortionnaire. Seulement, pour les gendarmes, il y a quelque chose qui cloche dans le récit de Franz Diegelmann, car le portrait brutal et pervers qu'il dresse du mari Paul Missler ne colle pas avec la réputation du banquier. Il a été directeur de banque, il a présidé une association française donc, des banquiers. C'est un homme bien établi, c'est un notable. C'est quelqu'un qui est respecté donc, dans la Grande Motte. Comme il est d'usage après l'audition d'un suspect, les gendarmes procèdent ensuite à la perquisition du domicile de Franz Diegelmann. On va retrouver quelques éléments qui tentent à confirmer l'existence d'une relation entre Franz et Diane. Près du lit, ils découvrent des bas de femme. Franz affirme qu'ils appartiennent à Diane Missler. Sur la table à repasser, il y a aussi la carte bleue de sa maîtresse. Mais c'est dans un tiroir que les gendarmes vont faire une découverte qui semble capitale, celle d'un croquis. C'est à vous, ça? Oui, on va retrouver un plan qui situe le lieu de l'agression assez précisément. C'est le plan, en fait, des lieux du crime, où on voit la discothèque, l'emplacement de la voiture, on voit beaucoup de détails. La présence de ce croquis semble signer une préparation du crime, la préméditation de ce crime. Après, on peut se poser aussi la question de savoir qui a qui a dessiné ce croquis. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On n'en sait rien à ce moment-là. Franz Diegelmann aurait-il agi poussé par une pulsion meurtrière comme il le prétend? Ou aurait-il prémédité la mort de son rival? Il ne dit pas que c'était bien réfléchi, que l'exécution, parce qu'il s'agit d'une exécution, a été réfléchie, préméditée. Absolument pas. Il dit qu'il a agi sous le coup de la colère et par amour pour Diane Missler. À l'issue de sa garde à vue, Franz Diegelmann est mis en examen pour assassinat et écroué à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones. Mais l'enquête sur la mort de Paul Missler n'est pas bouclée pour autant. Car les gendarmes se demandent bien si Diane Missler n'aurait pas joué un rôle dans ce scénario macabre. Même si Franz Diegelmann, son amant, le dément fermement. Jamais il ne dira que Diane lui a demandé quoi que ce soit. C'est une initiative propre, il dit qu'il a pété les plombs ce soir-là, qu'il n'en pouvait plus. J'ai agi tout seul, en pleine connaissance de cause. Elle n'a rien à voir dans cette histoire. Le mercredi 18 mai 2007, Diane Missler est convoquée pour la première fois à la gendarmerie en qualité de simple témoin. Et face aux gendarmes, surprise, elle va démentir catégoriquement ce que dit son amant. Non, Paul, son mari, ne l'a jamais poussée à se Mon mari ne m'a jamais obligée de fréquenter le poste d'indice. Moi, ma vie privée, ma vie intime, avec mon mari, j'en parle pas à Franz Diegelmann. Et comment il savait que vous fréquentiez ce club alors, lui? Il doit nous pister, parce que Franz, il passe son temps de nous surveiller en permanence. Diane n'aurait donc jamais parlé de sa vie libertine à son amant. Donc c'est notre dada, c'est notre vie. On fait mal à personne. Elle explique aux gendarmes que son mari n'est pas un monstre, du tout, du tout. J'aime mon mari. Et Diane de rajouter de surcroît qu'elle n'avait aucun sentiment pour Franz, contrairement aux déclarations de celui-ci. Franz Diegelmann, elle dit que c'est son amant comme ça, mais sans plus. Je ne veux pas être méchante, c'est un toutou qui attend quelque chose. Pour Diane, Franz Diegelmann est un mythomane. Je n'ai jamais demandé à Diegelmann de faire tuer mon mari. Parce que je n'ai jamais l'intention de tuer mon mari. Jamais. Jamais. Cet homme a tout inventé. Parce que cet homme, je crois qu'il n'a pas de vie.
Les déclarations de Diane Missler sont diamétralement opposées à celles de son amant. Qui dit la vérité? Pour le savoir, le parquet de Montpellier ordonne l'ouverture d'une information judiciaire pour déterminer le rôle de Diane Missler dans cette affaire. L'enquête commence. Et très vite, à partir de l'analyse des factures téléphoniques de la jeune femme, les enquêteurs acquièrent la conviction que Diane ment. La veille du crime, la veille de l'assassinat de Paul Missler, Diane Missler et son amant vont être en contact téléphonique ou vont s'envoyer des SMS. Et là, les gendarmes se disent, il y a un loup. Pourquoi cette femme qui prétend que Franz Diegelmann est un amant de passage l'appelle-t-elle aussi souvent? Étrange. Les gendarmes placent alors Diane Missler sur écoute téléphonique. Là, il tombe quand même sur des conversations édifiantes. On s'aperçoit qu'elle a de nombreux amants. À travers toute la France, voire même à l'étranger. Tout tourne autour de deux choses dans les discussions. Le et le pognon. Le c'est l'argent. Son mari est mort, mais bon, ça n'a pas l'air de la chagriner. Elle supplie un de ses amants de lui envoyer de l'argent. Parce que les chaussures, ça marche plus très bien depuis que les journaux ont signalé cette affaire. L'amant lui envoie de l'argent, et puis quand on regarde ce qu'elle fait dans les jours qui suivent, elle va au restaurant, elle va en boîte, et elle est avec un autre de ses amants. Diane Missler n'a pas le comportement qu'on attend de celle qui vient de perdre tragiquement l'homme qu'elle aime. La veuve dérange. Mais son comportement ne suffit pas à faire d'elle une criminelle, à moins que l'enquête ne démontre que Diane pouvait avoir de bonnes raisons d'éliminer son mari. Les gendarmes vont fouiller la vie du couple pour le savoir. Et ils ne vont rien découvrir qui puisse étayer cette thèse, bien au contraire. Car peu de temps avant la mort de Paul Missler, le couple avait pour projet de partir s'installer à La Réunion. D'ailleurs, au mois de juillet 2006, soit moins d'un an avant le meurtre de Paul, le couple achète cette maison face à la mer. Ils y retournent en janvier 2007 pour emménager. Mais 3 mois plus tard, le meurtre de Paul Missler signe la fin de cette nouvelle vie. Mon fils, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas qu'on enlève son père. Rien n'indique dans l'apparente vie rêvée du couple que Diane Missler aurait pu donner l'ordre à son amant d'éliminer son mari. Puis il a pleuré, sangloté. Je ne sais plus quoi lui dire pour les calmer. Une vie de voyage, une vie d'argent. Ils n'ont aucune difficulté financière et a priori, ils ont l'air de bien s'entendre. L'enquête sur le rôle supposé de Diane Missler dans l'assassinat de son mari est dans l'impasse. Mais 6 mois plus tard, elle va rebondir. Les enquêteurs ont toujours eu le sentiment que Franz Diegelmann protégeait Diane Missler. Du fond de sa cellule, le meurtrier transi d'amour passe son temps à écrire à celle qu'il aime. Il écrit 2 fois par jour, 3 fois par jour, multiples reprises à Diane. À la fois, il lui crie son amour et il lui parle de ses projets. Des lettres, mais d'une insipidité insupportable à lire. Il m'a même écrit, Diane, il faut que tu mens, qu'on va vivre ensemble quand on était en prison. Des lettres ou au milieu des déclarations d'amour, Franz Diegelmann dit regretter son geste. Et surtout, mais c'est ça qui est important, il lui demande pardon. Oui, il s'excuse. Après, il ne pense plus au pardon, il pense à l'amour qu'il lui porte et à l'espoir qu'il a qu'elle sera là à la sortie. Des lettres qui restent sans réponse. Elle ne répond jamais. Elle ne répond jamais, Diane Missler. Elle ne répond jamais au courrier de Franz Diegelmann. Parce que j'ai pas quelqu'un qui a tué mon mari, j'ai pas envie de lui écrire. Et puis lui, c'est pas... C'est Franz Diegelmann, hein, il n'est pas... C'est pas l'amour pour moi. Hein. Seulement, l'indifférence de Diane Missler va jouer contre elle. Le 6 octobre 2007, soit 6 mois après le meurtre de Paul Missler, la juge qui instruit le dossier va changer le cours de cette affaire.
Ce que ne sait pas Franz Ziegelmann, c'est que la juge d'instruction, elle reçoit le courrier, elle ouvre le courrier, elle regarde ce qui se passe. Donc elle a toutes les lettres de Franz Ziegelmann, lettres enflammées, écrites pour Diane Missler. Donc elle trouve curieux également, la juge d'instruction, que Diane Missler ne réponde jamais. Alors, la juge d'instruction convoque Franz Ziegelmann. Lors de cette entrevue, elle lui lit les déclarations faites aux gendarmes par Diane Missler à son sujet. Et en fait, il apprend, Franz Ziegelmann, à ce moment-là, que Diane Missler a d'autres amants. Qu'elle en avait d'autres en même temps que lui. Et la juge énonce un à un tous les propos peu flatteurs que Diane Missler tient au sujet de Franz. Je ne l'aime pas, je ne l'aimerai jamais, j'aimais mon mari ne m'a jamais m'a jamais frappé, ne m'a jamais obligé à m'offrir à d'autres hommes. Franz Ziegelmann accuse le coup. Il réalise ce jour-là que si Diane ne l'aime pas, il a été manipulé. C'est à ce moment-là que Franz Ziegelmann prend conscience qu'il a tué un homme en fait parfaitement respectable. Peut-être l'homme qui l'a tué n'avait pas la personnalité que Diane lui décrivait. Donc là, c'est le vide. La juge a marqué un point ce jour-là. Quand après l'audition de Franz Ziegelmann, et quand elle lui a fait lire ce fameux procès-verbal où elle dit très clairement, où Diane dit très clairement qu'elle n'en a rien à faire de Franz, la juge a observé le comportement, l'attitude de Franz. Il est KO technique, il est KO debout. Il va donc retourner en cellule, il ne va rien avouer immédiatement devant la juge d'instruction. Franz Ziegelmann, qui croyait que ses juges lui accorderaient le pardon après avoir tué un tortionnaire, sait d'ores et déjà qu'il encourt la réclusion à perpétuité. 2 jours plus tard, il reprend son stylo, mais cette fois-ci pour écrire au juge d'instruction. Dans ce courrier, il accuse Diane Missler. Il va impliquer Diane Missler de façon officielle en disant et c'est sa thèse encore aujourd'hui, que Diane Missler est la commanditaire du meurtre de son mari. Diane aurait-elle en fait manipulé son amant? Dans sa lettre au juge, Franz explique comment la jeune femme serait arrivée à ses fins. Tout commence par un week-end en amoureux, à Paris, une semaine avant le meurtre. Quelques jours avant les faits, en début de semaine, pour la première fois depuis qu'ils ont cette relation ensemble, ils vont aller passer un petit week-end en amoureux à Paris. Petit câlin, restaurant, Paris, la grande vie. Elle lui fait goûter à ce bonheur-là d'une femme libre, qui est libre de l'aimer. Et tout ça est ponctué, d'après toujours les déclarations de Franz Ziegelmann, de moments d'angoisse intense où elle se disait « Mon Dieu, quand je vais revenir, ça va être un calvaire ». Et Diane va savoir manipuler Franz, faire monter crescendo la pression. La semaine prochaine, samedi prochain, il va encore m'emmener au Vénusia, il va encore m'offrir à d'autres hommes. Et Franz raconte à ce moment-là comment Diane lui aurait mis en tête un plan diabolique. Arrête de dire que tu m'aimes. Toi, tu parles, mais tu n'agis pas. Moi, j'ai besoin d'un homme qui agisse maintenant. Alors que ce type a cette femme dont il est fou amoureux. Je veux dire, pour quiconque a éprouvé un sentiment amoureux pour quelqu'un, c'est insupportable. Elle le rend fou pendant ce week-end. C'est pas pour rien. Ça a été fait pour... Sciemment, vous pensez Absolument. Absolument, absolument. Dans son récit, Franz relate alors les propos que Diane Missler lui aurait tenus et qui auraient, selon lui, signé l'arrêt de mort de son mari. Elle lui dit « Fais en sorte que samedi prochain, ce soit la dernière fois qu'il bande. » Ça veut dire, si tu m'aimes, tu fais quelque chose. Elle lui demande de le tuer. C'est ce qu'il comprend, en tout cas, c'est ce qu'il entend. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et pour donner un élément tangible à la justice, Franz accuse Diane d'être celle qui a dessiné le croquis retrouvé chez lui. Le plan du parking du Vénusia, où s'est joué le guet-apens qui a coûté la vie à Paul Missler. À ce moment de l'histoire, la vérité de Franz Ziegelmann, c'est qu'elle est la commanditaire de ce crime.
Et pour montrer au juge qu'il dit vrai, Franz raconte que 6 mois avant les faits, d'autres tentatives de meurtre auraient été envisagées par Diane. 2 autres scénarios qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Une première fois, ils ont envisagé l'hypothèse de l'empoisonnement. C'était rendu dans la région toulousaine, chez la meilleure amie donc, de Diane Missler, pour récupérer une poudre maléfique. Il donne les références, l'adresse, le nom et en gros la date. Il raconte également que Diane Missler l'a missionné pour rechercher un tueur. Un tueur à gages qui l'aurait contacté, un Corse, un vieux voyou corse. Désormais, les déclarations de Franz Diegelmann scellent le destin judiciaire de sa maîtresse. Le 14 novembre 2007, Diane Missler est interpellée et placée en garde à vue. Les déclarations de Franz sont évidemment crédibles, extrêmement crédibles. Elles corroborent finalement la réflexion et l'imagination qu'ont les gendarmes de ce dossier depuis le début. Devant Diane, les gendarmes avancent leurs pions et commencent par les 2 tentatives de meurtre. Évidemment, les gendarmes vont évoquer ces deux préparatifs, l'empoisonnement et le tueur à gages. Elle va contester. Concernant cette poudre maléfique venant de Madagascar qu'aurait été chercher Franz Diegelmann, voici ce que Diane répond. Si je voulais tuer mon mari, pourquoi je ne le tue pas sur place? Parce que je partais 2 ou 3 fois par an à Madagascar. Pourquoi je vais faire ramener ça en France et donner à Diegelmann de le faire? Pour quelle raison? Donc ça ne tient pas la route. Une dizaine de coups de fil dès le lendemain de votre... Puis, les enquêteurs parlent à Diane du tueur à gages. Mais là aussi, elle dément connaître cet homme. Oui, que toi, Corse, je ne les connaissais pas. Lui non plus, ne me connaissait pas. Et ce genre de personnage, ce n'est pas mes fréquentations, donc non. Les gendarmes procèdent à des vérifications et concernant le tueur corse, Diane a dit vrai. Quant à la théorie de l'empoisonnement, survenue dans les mois précédant le meurtre, rien ne permet de savoir si elle a vraiment eu lieu. Le poison, on va faire des expertises toxicologiques et puis on s'apercevra qu'il n'y a aucun poison dans le corps de Paul de Missler. Reste ce fameux croquis du parking du Vénusia, qui selon Franz Diegelmann aurait été dessiné par Diane Missler. Le document est passé au peigne fin. Et là encore, les conclusions des experts sont sans équivoque. Expertise graphologique, ce n'est pas l'écriture de Diane. Expertise ADN, on ne trouve pas d'ADN de Diane. Expertise des traces papillaires, il n'y a aucune trace papillaire de Diane également sur ce croquis. Les empreintes papillaires, c'est les empreintes digitales. Ce sont les empreintes digitales. Toujours dans les locaux de la gendarmerie, Diane ne cède pas sous la pression des enquêteurs, même quand ils évoquent ses trop nombreux amants. Et pourtant, vous les appelez. Elle se laisse aller en disant qu'après tout, c'est sa vie, ça la regarde. C'est a priori pas répréhensible d'avoir 10 ou 15 amants. Parce que pour moi, c'est des amis, j'ai pas que des amants pour le sexuel. Donc j'ai besoin de leur parler, parce que je sais pas quoi faire. J'étais tellement triste et bête et malheureuse en même temps. C'est dur. Diane continue à nier toute implication dans le meurtre de son mari, en rejetant la faute sur Franz Diegelmann. C'est lui, c'est son idée, son initiative, c'est son délire d'aller tuer quelqu'un. Au bout de 48 heures de garde à vue, les gendarmes n'ont obtenu aucun aveu et aucune preuve matérielle contre Diane Missler. La jeune femme est remise en liberté. Alors, où est la vérité dans cette affaire? Est-ce celle de Franz Diegelmann, qui, après avoir dit dans un premier temps avoir agi de son propre chef, charge finalement sa maîtresse? Ou est-ce celle de Diane Missler, qui nie toute implication dans ce meurtre? On est à un moment où, effectivement, il y a ce que dit Franz et il y a ce que dit Diane. Oui, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. On peut imaginer quand même que Franz, qui a déjà reconnu massivement et sans contour sa participation, on peut légitimement penser qu'il ment pas. Mais c'est pas une certitude non plus.
Il aurait très bien pu reconnaître les faits, s'apercevoir qu'elle s'était foutue de lui et se mettre à mentir pour l'accabler, pour l'entraîner avec lui dans sa chute. Alors Franz Diegelmann peut-il avoir tout inventé quand il déclare qu'il a assassiné Paul Missler à la demande de Diane pour la libérer du joug de son mari? Pour dire les choses, à ce moment-là, si Franz ne tue pas Paul pour les raisons que lui avance, pour quelles raisons il fait? Il n'y a aucune preuve qu'elle ait fait quoi que ce soit, bien au contraire. On a plein d'idées, d'hypothèses, de doutes, on a tout ça, mais juridiquement, parce que le problème il est juridique, il n'y a rien. Juridiquement, il n'y a rien contre elle. Diane Missler est libre, mais des questions restent sans réponse pour les enquêteurs. Comme celle concernant la nuit du drame. Pourquoi Paul, son mari, arrive-t-il seul sur le parking où il va trouver la mort? Et pourquoi Diane Missler n'est-elle pas à ses côtés? Je ne m'explique pas que cette femme soit toujours en retrait de la scène et qu'elle se veuille ou qu'elle se poste en retrait de la scène de crime. Souvenez-vous, alors que Franz Diegelmann larde de 20 coups de couteau Paul Missler, Diane, elle, n'est pas là. C'est Jérémy, le témoin, qui fait fuir l'assassin. Pour les enquêteurs, si Diane Missler n'arrive que quelques instants plus tard, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est parce qu'elle savait très bien ce qui allait se passer, elle savait très bien que Diegelmann était sur le parking, qu'il allait tuer le mari et qu'elle voulait surtout pas ni assister à la scène, ni en être le témoin. Une hypothèse confortée par les déclarations de la jeune femme qui ce soir-là dit ne pas connaître le meurtrier de son mari. Elle ne reconnaît pas le tueur alors que c'est quand même son amant. Or, elle est pratiquement obligée de le reconnaître. Du point de vue, à mon avis, de Diane Missler, il était important qu'on ne puisse pas lui dire « Vous voyez, vous l'avez reconnu ». Dans l'esprit des gendarmes, si Diane ment à ce moment-là, c'est parce qu'elle avait imaginé avec Franz Diegelmann le crime parfait, où ni l'un ni l'autre ne devait être suspecté. Ce qui a été prévu, c'est que Diegelmann porte ses coups, qu'il s'en aille. On n'avait, à mon sens, jamais envisagé que Franz Diegelmann se ferait arrêter. Pour les gendarmes, Diane Missler aurait donc sciemment laissé partir son mari devant, car elle savait que son amant l'attendait pour l'assassiner. Une version que conteste la jeune femme. Diane a accepté de revenir sur les lieux du crime pour nous donner sa version. Selon elle, si elle se tenait à l'écart de la scène de crime, c'est pour une toute autre raison. Ce soir-là, en sortant du club échangiste, son mari et elle avaient fait une halte sur le chemin qui mène au parking pour uriner, tout simplement. On s'est uriné ici avec mon mari, là. Après, quand il a fini, il est parti réchauffer la voiture. Et j'ai pris des feuilles pour nettoyer mes chaussures, enlever un par un, parce que j'ai mis partout. J'ai avancé toute seule. Et là, j'ai trébuché parce que là, le talon, il est tellement fin que ça rentre dans le trou. Je me suis avancée à mon rythme. À 50 mètres sur le parking, Franz Diegelmann poignarde Paul Missler. Quand j'arrivais là, je vois mon mari qui est en face et l'homme sur le dos. J'ai pas entendu de cris, j'ai de bourdonnements de musique dans ma tête, ça fait boum, 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 boum. J'ai pas entendu du cri du tout. C'est à ce moment-là que Diane dit être arrivée sur la scène de crime. Et comme au premier jour, elle réitère ses déclarations. Elle n'a pas reconnu son amant. J'ai perdu mon mari. Je savais pas qui l'a tué, parce que je croyais que c'était un voleur. Mais je pense pas que quelqu'un qui veut le tuer. Pour rien.
J'étais là, je suis accroupie. J'ai demandé. Diane a réponse à tout. Et ce qu'elle dit est pas... alors ça fait bizarre, mais c'est pas impossible. Pas impossible qu'à 3 h du matin, on a envie de faire pipi. Il n'est pas impossible qu'à 1 h du matin, il y ait des talons aiguilles, on mette plus de temps qu'un type qui a une paire de mocassins pour faire la même distance. Donc on a du doute, on est débordé de doute, submergé de doute, mais rien pour la tenir. Au mois de juin 2008, alors que l'instruction arrive à son terme, les gendarmes pensent enfin avoir trouvé une preuve contre Diane Missler. Dans un coffre de banque au nom de Paul, son mari, les enquêteurs découvrent des documents datant de 2006 qui semblent accabler la jeune femme. Les gendarmes, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait avant, vont faire ouvrir le coffre à la banque. Et à l'intérieur de ce coffre, ils vont trouver un dossier. Un dossier qui est le dossier du divorce. C'est la première fois qu'un divorce est évoqué dans cette affaire. Diane, une de ses spécialités, c'était de partir plusieurs jours sans dire où elle allait. Soigneusement, chaque fois, chaque séjour de Diane, chaque séjour mystérieux de Diane, il notait les dates de départ, d'arrivée, etc. Paul Missler en aurait donc eu assez des infidélités de son épouse. Il était au courant de tout. Et d'ailleurs, tous ces éléments étaient soigneusement mis de côté dans l'hypothèse d'une séparation qui se déroule mal. Parce que les choses ne sont plus possibles. La coupe est pleine. Paul Missler s'en était même confié à son meilleur ami lors d'une partie de pêche. Une fois sur le bateau, 6 mois avant son décès, je pense, on était en train de pêcher en mer et puis en discutant, il m'avait dit qu'il allait divorcer. Il voulait faire les papiers, faire ce qu'il fallait. Paul avait donc pris contact avec un avocat pour entamer une procédure de divorce pour faute. Chose que tout le monde ignorait. Ah bah s'il divorce pour faute, Diane, ce que ça signifie pour elle, elle perd tout. C'est le précipice pour Diane Missler. Pas de pension alimentaire, plus de logement, plus de boutique. C'est le précipice du point de vue de la garde de l'enfant. Car la manière de vivre de cette femme, les témoignages qu'aurait eu Paul Missler, les attitudes de cette femme, le patrimoine de Paul Missler, tout ça faisait que cette femme était susceptible de se retrouver dans une situation particulièrement délicate. Ça pourrait ressembler à un mobile, oui. La cupidité, l'avidité, l'argent, le pognon, appelez-le comme vous voulez, c'est un mobile qui est vieux comme le monde. Les enquêteurs pensent alors qu'ils tiennent Diane Missler. Elle aurait donc manipulé son amant Franz Diegelmann pour garder son enfant et préserver ses intérêts. Une accusation que conteste fermement la jeune femme. J'ai rien à gagner pour tuer mon mari. Et pour prouver sa bonne foi, Diane avance l'achat de 7 maisons à La Réunion quelques mois avant le meurtre. Ce qui prouve bien, selon elle, que son mari ne voulait pas divorcer. On aménage, on s'installe. On a même inscrit le petit à Jaoué, à Saint-Paul. On a l'école des bonnes sœurs, oui. Moi, j'ai jamais entendu parler ni de la part de Diane, ni de la part de Paul de divorce. Au contraire, par contre, ça, Paul nous l'avait dit qu'il avait l'intention de partir à La Réunion, dans leur maison qu'il venait d'acheter avec Diane. C'était son souhait, c'était vraiment son souhait à Paul, de partir vivre à La Réunion avec sa femme. On n'achète pas une maison sur l'île de La Réunion en 2007 quand en 2006 on prévoit de divorcer. C'est la particularité de ce dossier, c'est qu'au moment où on sent où il démarche carrément un avocat pour essayer de divorcer, où il constitue un dossier pour son divorce, en fait, au même moment, il achète avec Diane Missler une maison à 600 000 € à La Réunion, afin de partir vivre en famille là-bas. Donc, c'est quand même assez énigmatique, c'est assez troublant.
Voilà. Le 9 mars 2010, au terme de 3 années d'enquête, la juge qui instruit le dossier décide d'arrêter les poursuites contre Diane Missler. Un non-lieu est délivré. La jeune femme est définitivement lavée de tout soupçon. C'est en tout cas ce qu'elle croit à ce moment-là. J'étais contente d'avoir un non-lieu parce qu'elle s'acharnait quand même, la juge. Je dis, elle a fait bien son travail. Je les félicite parce qu'elle a fait bien son travail. Que si elle dit qu'elle est non-lieu, qu'il n'y a pas assez de charges contre moi, pour moi, elle était honnête et sincère. Elle est contente, c'est ce qu'elle attendait, c'est ce à quoi elle œuvrait, avoir cette levée de mise en examen avec ses avocats, parce que, bon, n'étant pas coupable, il était important que ce soit reconnu. Seulement, cette décision de justice ne satisfait évidemment pas la famille de Paul Missler. Ils vont vraiment faire bouger les choses de manière à ce que on les entende. L'avocat de la famille de Paul fait alors appel de la décision de non-lieu. Il veut que Diane soit jugée. Ils vont estimer qu'il y a assez de charges pour envoyer Diane Missler devant la cour d'assises. Et l'avocat met en avant le comportement amoral de la veuve qui, selon lui, démontre sa culpabilité. Il y a toujours chez elle le besoin de récupérer de l'argent et toujours le besoin, si vous voulez, de faire jouer le ressort sexuel et le ressort charnel. Les charges, c'est surtout en fait les propos donc, de son amant, les propos accablants de son amant, mais c'est que des propos en fait. La justice va trancher. Elle décide finalement que Diane Missler sera jugée aux côtés de son amant pour l'assassinat de son mari. Ils encourent tous les deux la prison à perpétuité. Le 19 avril 2011, le procès de Diane Missler et de Franz Diegelmann s'ouvre devant la cour d'assises de Montpellier. Diane comparaît libre et semble confiante. Je suis allée au procès, très décontractée, pour le procès de la personne qui a tué mon mari. C'est pas pour mon procès qui est complicité de meurtre. Et là, aux premiers instants de l'audience, le président va lui demander de rejoindre Franz dans le box des accusés. Son avocat proteste, elle proteste, mais rien n'y fait. Le président est maître des lieux et donc il lui ordonne d'aller dans le box des accusés. Dans le box, les deux amants n'ont plus un regard l'un pour l'autre. Elle avait la proximité de Diegelmann qui vraiment qu'elle exècre. Donc ça, c'était insupportable. L'audience commence avec l'audition de Franz Diegelmann. J'ai fait une erreur impardonnable. Je pensais que Paul Missler était le pire des hommes. Franz Diegelmann maintient ses accusations et désigne celle qui se tient à ses côtés comme l'instigatrice des faits qu'on lui reproche. On lui pose très peu de questions sur sa motivation, on oublie un peu que c'est lui qui a tué. On n'a rien à lui demander à ce garçon. On ne va pas détailler les nombreux coups de couteau, etc., comme on fait avec un autre accusé. Non, non, ça n'a pas d'importance. Vous l'avez tué, vous le reconnaissez, donc on n'en parle plus. Hein. En fait, il est instrumentalisé. On l'instrumentalise pour qu'il mette en cause Diane. À compter de ce moment-là, ça devient le procès de Diane et c'est elle qui doit donner des explications. Et très vite, les débats vont se focaliser sur Diane Missler. Là, c'était mon procès qu'ils ont fait, mais pas le procès de Diegelmann, non. C'est mon procès qu'ils ont fait. Diegelmann, je crois qu'ils n'ont parlé qu'une journée. On a voulu voir en elle le diable, quoi, je ne sais pas. Et du coup, je pense que c'est pour ça que tout s'est focalisé sur elle. Parce qu'elle a probablement un comportement qui dérange. Et les jours qui vont suivre ne vont pas arranger les affaires de la veuve, car ses multiples amants sont appelés à la barre. Un par un, qui défile tous les jours pendant 5 jours.
des amants qui n'avaient rien à voir, qui ne connaissaient pas Paul Missler, qui ne connaissaient pas l'histoire. Quel est le mal d'une femme mariée avoir des amants? La légèreté et l'insolence de Diane Missler dérangent. C'est une femme qui est très arrogante. On peut lui faire dire des choses avec une légèreté incroyable alors qu'on est en train de parler de la mort d'un homme. Ils auraient aimé, je crois, avoir une accusée qui baisse la tête, qui regarde ses pieds, qui demande pardon. C'est tellement plus facile à juger. À l'issue des débats, l'avocat général requiert 22 ans de prison contre Diane Missler, meurtrière intellectuelle, dit-il, et 18 ans contre Franz Diegelmann, son bras armé. Le lundi 25 avril 2011, la sentence tombe. Pour l'assassinat de Paul Missler, Franz Diegelmann est condamné à 22 ans de prison. Quant à Diane Missler, elle écope d'une peine de prison plus lourde que celle de son amant, 25 ans. Que je n'ai pas réalisé. Quand j'ai entendu coupable, 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 je n'ai pas compris. Et quand on m'a mis une menotte, couper le téléphone, partir. Elle ne comprend pas. J'ai rien compris encore. Diane Missler a fait appel du jugement. Après avoir passé 7 mois derrière les barreaux, la jeune femme a été remise en liberté et c'est à ce moment-là qu'elle a accepté de nous parler. Elle espère que son innocence soit prochainement reconnue. C'est pas juste. Et je ne mérite pas ça. Mon mari ne mérite pas ça. Mon fils non plus. Le procès en appel de Diane Missler doit avoir lieu au mois de mai 2012.